Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Yvan Cournoyer, président du club, en compagnie de Jean-Philippe Claude et de Kevin Labonté, qui est notre invité spécial aujourd'hui pour le questions et réponses. Donc, on est très heureux d'être avec vous pour ce lunch immobilier. C'est rendu un classique, ça fait depuis le COVID qu'on fait ça de façon régulière. Donc, bonjour messieurs. Bonjour. Salut Yvan, salut Kevin, content de vous voir. Excellent. Donc, Kevin, qui est directement de Québec, est un investisseur immobilier en pleine progression et également inspecteur en bâtiment. Donc, Kevin, peut-être que tu nous dirais un petit mot? Oui, bien en fait, c'est ça. Je suis inspecteur en bâtiment professionnel depuis environ 5 ans maintenant. Je fais principalement multilogement, commercial. Je fais du résidentiel aussi, mais principalement du multi. Puis, c'est ça, je suis investisseur. J'ai commencé en 2011, puis j'ai eu une forte progression en 2018, en fait. J'étais une soixantaine de portes environ, une dizaine réparties sur une dizaine d'immeubles. Donc là, on est plus en stabilisation pour pouvoir ensuite repartir vers l'avant, tout simplement. Excellent. Donc, on ne gêne pas à poser des questions directement reliées à l'inspection ou même d'ordre général. Kevin, avec son expérience, va être capable de bonifier amplement là, ce qu'on va répondre, moi et JP. Donc, et voilà, on a déjà une première question qu'on avait recueillie dans la page « Pose ta question » sur le site du club, qui venait de Hélène Larose, qui demandait c'est quoi une assurance-titre? Donc, une assurance-titre, c'est relativement simple. C'est une compagnie privée, il en existe 3 au Canada, qui vont venir assurer les titres de propriété. Et je vais expliquer par la suite c'est quoi. Les 3 compagnies qui existent, c'est Stewart, il y a Chicago et FCT. Donc, FCT. Donc, une de ces 3 compagnies-là assure les titres. Donc, c'est quoi les titres de propriété? C'est l'acte de vente qu'on signe avec le vendeur et vient avec l'acte de vente, évidemment, un certificat de localisation. Et ça fait partie également des titres de propriété. Donc, c'est comme les documents légaux qu'on obtient. Et si jamais il y a une anomalie ou une erreur dans les documents, l'assurance va être là pour couvrir, dans le fond, le dommage. Ça se prend lors de l'acquisition. On ne peut pas prendre ça genre 6 ans plus tard. C'est lorsqu'on acquérit la propriété. Et c'est de l'ordre d'environ pour une maison de, je vous dirais, 150 à 300-400 $, dépendamment évidemment du problème là, qui est à assurer. C'est mettons, une clôture qui empiète chez un voisin, on s'entend que c'est pas très, très risqué, puis ce sera trop dispendieux à corriger. Donc, le frais d'assurance va être minime. OK, mais on a déjà payé dans une transaction avec Richard, là, on a déjà payé une assurance titre, je pense que c'était 2200, si ma mémoire est fidèle, parce que c'était de quoi de plus grave là, comme problème. Donc, et voilà pour l'assurance titre. Je ne sais pas si JP ou Kevin avait quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, en fait, peut-être mon petit point, moi, c'est que ça se négocie aussi quand on a des petits problèmes sur le certificat de localisation. Je sais que moi, ça a été les vendeurs là, qui l'ont payé dans toutes mes dernières négociations. Puis dans plusieurs cas, même la majorité des cas, c'est même le notaire qui le négocie pour moi, en fait. Donc, c'est ça, ça peut embarquer dans le cadre de votre négo avec le vendeur. C'est un très bon point, Kevin, parce que c'est le vendeur qui paye ça, là, OK? Mais s'il ne veut pas en prendre ou le notaire lui dit ah, c'est pas nécessairement requis ou votre créancier ne l'exige pas, ben, ça serait peut-être pas mauvais d'en prendre une quand même là, pour dormir en paix. Et voilà. Je pense qu'on a une question pour Jean-Philippe Claude. Yes. David qui posait la question. Bonjour, lorsqu'on achète un immeuble et que l'on doit rénover pour optimiser, quels sont les moyens pour faire, voici que l'on doit faire pour rénover pour optimiser, quels sont les moyens pour faire sortir les locataires et relocaliser, car après optimisation, probablement que ceux-ci n'auront plus les moyens de se payer le loyer. Premièrement, on va faire une petite pub. Hein? J'espère que vous étiez parmi nous au lancement du livre. Donc, transformer en opportunité des multilogements trop chers, qu'on a fait mardi, disponible sur la page Facebook et sur le YouTube, sur la page YouTube du club. Vous pouvez aller voir ça. Évidemment, il y a plein de trucs. On a un chapitre complet, justement, sur ce sujet un peu délicat parfois, là, où est-ce qu'on effectivement on rénove des unités qui sont parfois déjà occupées. David, je te dirais, essaie le plus possible de sortir gagnant-gagnant de cette négociation-là. Donc, Jean-Pierre, là, qui a fait quelques
quelques lives avec nous cet été, là, disait toujours, imaginez que c'est votre mère qui habite dans le logement, comment aimeriez-vous traiter votre mère? Donc, c'est d'arriver dans une situation gagnant-gagnant. Et généralement, lorsqu'on fait des rénovations d'appartements, on a un gros gain en équité là, qui se crée sur le bâtiment. Donc, soyez pas apeurés là, de demander là, qu'est-ce que le locataire voudrait avoir en compensation, qu'est-ce qu'il voudrait recevoir. Est-ce que ça pourrait être, des fois, ça peut être très créatif, ça peut être moi, j'aimerais ça aller en maison. Ben là, tu offres les services d'un agent immobilier pour le déménagement en maison. Mais souvent, la plupart du temps, ça se négocie avec une compensation monétaire sur un départ. Ça arrive parfois, dépendant des rénovations, que le locataire veut rester. Des fois, il s'agit juste d'un petit rafraîchissement du logement. Là. Donc, pour ne pas les nommer, Joël et Lucie, là, qui ont utilisé la technique cascade, où est-ce qu'ils faisaient simplement des petits rafraîchissements des logements. Et à même le bâtiment, les locataires allaient réoccuper les unités qui étaient rafraîchies. Et il a réussi à faire rouler comme ça, puis à donner des petites augmentations à même le bâtiment, parce que les gens étaient contents d'avoir un bâtiment avec une unité rénovée. Donc, créativité, petit truc dans le livre si jamais vous voulez aller le lire. Disponible en librairie. C'est quoi la date, Yvan? Je me souviens plus, 15-16? Le 17 septembre. Le 17 septembre va être disponible en librairie, sinon il est toujours disponible sur le site du club. Donc, il y a des petits trucs là-dessus. Mais, David, un mot, là, gagnant. Donc, de retour à toi, Yvan, sur la passerelle. Merci, JP. J'ai sauté des questions pour essayer d'équilibrer là, les intervenants. Kevin. Oui. Est-ce que tu as des chalets en location? J'ai pas de chalet, par contre, j'ai des appartements, en fait, en basse ville. Ces temps-ci, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour la location, mais surprenamment, ça leur pris là, énormément au mois d'août, en fait. J'ai pas de chalet, mais le centre-ville, c'est sûr qu'en ce moment, c'est plus difficile pour la location à court terme. Donc, pas d'expérience de chalet locatif? Non, malheureusement, c'est ça, ça a été uniquement, là, en fait, des appartements qui sont loués, qui ont été modifiés pour être court terme. Donc, on avait une question de Caroline Bergeron, mais je pense qu'aucun des trois intervenants ont fait de la location de chalet. Elle demandait la question, est-ce que c'est rentable? Je pense que dans les temps qui courent, avec l'été qu'on a connu, je pense que c'était la folie. Moi, j'étais dans l'impression au début du COVID que les gens allaient plus se focusser sur regarder leur maison puis rester chez eux, mais semble-t-il que les gens avaient besoin de sortir et de voyager quand même. Il y avait les moyens, fait que c'était très, très rentable cet été, la location de chalet. Est-ce que ça va se poursuivre l'année prochaine? Peut-être, parce que les gens ont peut-être pris le goût à rester au Québec puis à découvrir la belle province, les beaux coins de pays qu'on a. Donc oui, c'est rentable, évidemment, Caroline, mais ça va dépendre, tu vas être où, là, tu sais, c'est toujours une question de localisation. Tu as un chalet sur le bord de l'eau, je pense que tu vas trouver preneur assez facilement. Ton chalet est dans le fond du bois, peut-être que ça va être bon, là, mais tu vas avoir une autre clientèle et peut-être tu vas louer un petit peu moins cher. Donc oui, on est par les temps qui courent, excellent, la location de chalet. JP, un petit mot là-dessus, peut-être? Non, écoute, Yvan, tu as pas mal répondu. Effectivement, de les échos qu'on a eus, là, on n'est pas expert en location court terme, là. Donc les intervenants aujourd'hui, mais je te dirais que les échos qu'on a eus, là, très, 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 très profitables cet été, parce qu'évidemment, les budgets de vacances à l'extérieur du pays se sont ramenés au Québec. Donc là, ça a fait la location. Regardez juste si vous essayez de se réserver un terrain de camping sur la CEPAC, c'était impossible cet été. Donc, c'est un peu ça le cas des chalets aussi. Donc, ça a été profitable. À voir pour le futur. C'est sûr que ça ne sera jamais comme l'été 2020. D'après moi, on va revenir à une certaine stabilisation là, par rapport à 2019. Voir aussi les règles qui vont changer. Donc, les règles changent de plus en plus. Là. Donc, il y avait des nouvelles règles qui ont été appliquées en mai là, au niveau du numéro de la CITQ. Donc, il va y avoir peut-être un chamboulement. Là. Donc, il faut avoir une certaine légalité maintenant pour faire la location court terme parce que ça va créer une rareté, peut-être. Voilà. Je peux ajouter quoi, en fait, peut-être là-dessus. Justement, c'est pour vérifier avec dans le chalet, là, les petites municipalités, des fois, ils ont des secteurs précis où est-ce qu'ils ne veulent pas nécessairement vous en fassiez pour éviter de déranger les résidents long terme, en fait. Puis le challenge qui peut avoir aussi avec les chalets, c'est point de vue du ménage. Quand on est en ville, c'est plus simple pour trouver des femmes de ménage parce qu'ils font plusieurs unités à la fois, mais dans des chalets, quand vous êtes bien reculé, j'en ai inspecté là, dans des chalets qui sont assez loin, qui n'ont même pas d'électricité, en fait, là, donc c'était des panneaux solaires et tout. Puis il y a des gens, c'est ça qu'ils recherchent. Là. Fait que vous allez, selon le créneau que vous voulez, puis que vous allez rechercher, c'est sûr que vous allez trouver preneur. Un chalet autosuffisant,
quelqu'un qui veut vivre là pendant une semaine, ça peut être une expérience en soi. Excellent. Merci, messieurs. JP, je vais revenir dans la liste des questions là, plus chronologiques. En remontant en haut à 11h59, on a Hélène Larose qui posait la question: quand utilise-t-on une marge de crédit hypothécaire? Je ne sais pas si tu parles sur ta maison, j'imagine, mais quand tu utilises une marge de crédit hypothécaire sur ta maison, c'est pour réinvestir, évidemment. Donc, si tu as de l'équité, sur ta maison, donc l'équité, c'est la valeur moins ce que tu dois. Donc, tu peux aller chercher cette portion-là pour investir dans un immeuble à revenus et passer des intérêts que tu payes sur ta marge de crédit hypothécaire comme dépense parce que c'est dans le but de générer un revenu. Donc, si c'était ça ta question, Hélène, simplement pour aller investir dans un placement, puis tu l'utilises quand tu as de l'équité et quand c'est possible sur ta maison. Je ne sais pas si JP ou Kevin avait quelque chose là-dessus. Non, Kevin, si jamais tu as quelque chose à rajouter, vas-y. Oui, ça, ben, si c'est sur. En fait, non, pas tellement. Là, si c'est en compagnie, c'est sûr que ça va être. Faut toujours avoir j'ai vu une autre question qui a un rapport avec la marge de crédit hypothécaire. Il faut toujours avoir un plan de sortie quand on met de quoi sur une marge, parce que c'est sûr que les taux sont plus élevés, à moins que ce soit sur une maison. C'est plus élevé qu'un financement conventionnel, en fait. Donc, quand on parle du 7-8 des fois, ça prend un plan de sortie, soit rénover, augmenter les revenus, diminuer les dépenses pour être capable de se refinancer à un autre taux, en fait, que la marge de crédit. OK. Yvan, de retour à toi. Yes, une question pour toi, Jean-Philippe. Une question d'Adam Veilleux. Il était rapide. C'est bon. Je l'ai sur le piton. Hein? D'abord, admettons que je possède 200 000 pour acquérir un sixplex dans le but de l'optimiser. Est-ce que je peux mettre tout cet argent dans la mise de fonds et dépenses d'acquisition et prendre une marge de crédit hypothécaire sur l'immeuble pour financer mes rénovations, rembourser lors du refinancement? Question costaud, Adam. Là, il y a plusieurs façons de faire. Donc, tu injectes ton 200 000, tu l'injectes. Je te dirais que les institutions sont assez généreux en marge de crédit. Ce ne sera pas des marges de crédit hypothécaires, par exemple. C'est vraiment des marges de crédit attachées à la compagnie qui achète le bâtiment ou à toi-même. Donc, ils sont assez généreux. Là, Desjardins, pour les nommer, là, j'ai des marges sur presque tous mes bâtiments avec eux. Mon Dieu, pardon, j'en perds mon souffle. Ce n'est pas le COVID, je vous le dis. Je me suis juste étouffé. Et voilà, donc Desjardins qui offre ça sur les immeubles. Donc, c'est une première façon pour financer tes travaux. Deuxièmement, tu peux financer tes travaux. Également, tu peux demander un prêt rénovation. Même dans le 6 logements et plus, ça se fait. Donc, si jamais tu as des rénovations à faire, une toiture, des fenêtres, de la brique, sont pas de l'optimisation par contre. Ils n'embarqueront pas dans la spéculation immobilière, entre guillemets. Mais si, par exemple, le toit est dû, la brique est due, les fenêtres sont dues, comme j'ai dit, ils peuvent vous offrir un prêt au départ là, pour ça. Et souvent, ça prend une soumission. Donc, on fait faire des soumissions et on envoie la soumission à la banque et ils peuvent vous rajouter un prêt réno à ce niveau-là. Si je peux me permettre également avec Desjardins, il y a des produits intéressants plutôt. La clause multiprojet de Desjardins qui permet de faire une évaluation post-optimisation, post-travaux. Et vous pouvez faire des travaux à travers ça, et se faire décaisser des sous. Donc, on prend un bâtiment, on évalue la valeur future en fonction des travaux qu'on veut faire et il y a du décaissement progressif qui peut se faire à travers ça. Donc, ils peuvent financer jusqu'à 80% des travaux. Donc, vraiment intéressant à ce niveau-là. Dernier produit, si je me permets, là, je le tire un peu, mais il existe également des prêts bridge, un petit peu moins populaires là, chez les financières, mais First National offrait ce genre de produit-là qui est un projet bridge, qui est un produit bridge, pas nécessairement pour les premiers achats, mais pour les achats subséquents, quand on montrait une certaine capacité, là, donc on pouvait descendre des ratios de couverture de dette de 1, plus il y avait un financement également 75-80% des travaux d'optimisation. Donc, tous des produits fort intéressants là, à regarder. Voilà, de retour à toi, Yvan. Hein? Bien sûr, merci. Hey, en passant, on salue tout le monde qui nous dit des petits bonjours et tout. On a des gens du coaching, des nouveaux aussi. Je pense à Caroline Urbain, qu'on a vu souvent dans la question-réponse qui a joint le groupe de coaching de samedi. Donc, on espère, Caroline, que tu as apprécié et que tu commences déjà tranquillement à travailler sur ton soleil de l'abondance que tu as vu. Donc, bonjour à tous, soyez salués. Donc, on a Mathieu Brassard
Il vient de trouver un partenaire investisseur, donc j'imagine quelqu'un qui va investir le cash. Et quel professionnel qui doit contacter pour établir un partenariat et voir quelles sont les règles, les partages des profits, etc. Tu peux contacter, Mathieu, soit un notaire ou un avocat qui vont être capables de te rédiger ça et de te guider. Par contre, assure-toi que celui que tu vas prendre, un des deux, connaît bien la fiscalité parce que la fiscalité est un gros aspect, un aspect important là, dans l'établissement des règles et tout ça, parce qu'on partage les profits après impôt plutôt. Donc, référence que je me permets de faire, avocat fiscaliste Richard Damour, donc Richard Damour de Fodago, qui est un ami à nous, évidemment, un partenaire et un collaborateur très précieux au club. Donc, il enseigne avec nous depuis 10-11 ans. Donc, on contacte qui on veut dans le fond, là, mais Richard connaît bien sa fiscalité immobilière, parce que sachez que c'est pas tous les fiscalistes qui font l'immobilier. Il y en a qui font de la TPS, il y en a qui font, ont chacun leur créneau. Donc, et voilà la référence qu'on peut vous donner là-dessus. Je ne sais pas si les amis ont des petits grains de sel à mettre là-dessus, vu qu'on est dans un lunch immobilier. Non, mais rien de mon côté. Tout est beau. Tout est beau. Je peux juste peut-être renchérir que sur ces questions-là, soyez pas chiche, soyez pas cheap en bon québécois. Souvent, un conseil gratuit va vous coûter parfois très cher. Donc, allez-y avec les meilleurs. Là. Donc, choisissez les meilleurs conseils, surtout quand c'est question de partenariat ou d'incorporation ou autre. Là, c'est question vraiment sensible. Question d'impôt aussi, les fiscalistes. Donc, allez-y, vous investissez pour sauver de l'argent ou vous investissez dans ce cas-là pour éviter beaucoup de problèmes pour le futur. De retour à toi, Yvan. On a une question pour Kevin, puis tu ne trouveras pas la personne qui l'a posée, c'est moi qui la pose présentement. Kevin, pourquoi qu'on ferait inspecter un immeuble si on est capable de le faire nous-mêmes? Tu sais, ça donne quoi de faire appel à un inspecteur? En fait, c'est sûr que professionnellement parlant, même si vous travaillez sur la construction, si, exemple, vous avez un vice caché éventuellement, vous n'avez pas, premièrement, vous n'avez pas d'assurance erreur-remission comme les inspecteurs professionnels ont. Puis, il y a de la jurisprudence qui prouve également que si il y a un vice caché, à moins que vous ayez pris des photos mur à mur, puis que vous êtes capable de prouver votre expérience en inspection, là, mais dans le fond, il faut être capable de démontrer qu'on a été un acheteur prudent et diligent. Puis ça, c'est de faire inspecter son immeuble, en fait. Donc, par un professionnel, pas par son beau-frère qui est plombier et qui connaît ça. Parce que le beau-frère plombier, c'est peut-être pas nécessairement c'est quoi de la vermiculite dans l'entretoit, de la mérule pleureuse au sous-sol, des problèmes d'affaissement, il n'est pas nécessairement habitué à ça. Puis chaque créneau est vrai. Là, un charpentier menuisier n'a pas la même connaissance que chacun des corps de métier. L'inspecteur, sa job, en fait, c'est d'être comme l'équivalent, c'est tout le temps l'analogie que je fais, en fait, un médecin généraliste, c'est pas lui qui va faire des opérations à cœur ouvert. C'est un peu le même concept, en fait. Nous, on faut être bon dans tout, spécialiste dans rien. Donc, c'est ça. Excellent, excellent, merci. Souvent, les gens, si tu me permettre, Kevin, un petit bonus, souvent les gens, ils vont dire, ah, tu sais, je vais le faire moi-même, je vais sauver 800 $, mais ils sont en train d'acheter un immeuble, tu sais, qui va leur coûter, je sais pas moi, 700 000. Ils vont peut-être mettre 100 000 de mise de fonds dans le projet, puis ils vont dire, bah, je vais essayer de sauver 800 $, tu sais, rendu là, payez-là 700 000, 800 $. Ouais, c'est ça. Donc, puis au lieu de mettre 100 000 de mise de fonds, vous mettez 100 800. Donc, rendu là, ça n'a pas vraiment d'impact dans les rendements et tout ça. Donc, lésinez pas pour l'inspection. Et assurez-vous de prendre quelqu'un de qualifié. Parce que sachez que n'importe qui au Québec peut être inspecteur en bâtiment. Fait que assurez-vous que la personne qui est inspecteur est qualifiée pour le faire, s'il vous plaît. Et voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Kevin, avant de passer à la prochaine question. Non, en fait, tu couvres le point. J'avais une idée qui me passait par la tête, mais elle est ressortie. C'est pas grave si ça me revient tantôt. Il n'y a pas de problème. On en rejasera. Excellent. Renaud, je ne sais pas, d'après moi, il y a une faute dans le nom, ou je le prononce mal, excusez, mais Renaud dit pour me lancer en immobilier, est-ce un avantage d'aller avec la SCHL pour mon premier achat d'un triplex, par exemple? JP, c'est une question simple. Oui, en fait, c'est drôle. J'ai commencé comme ça, exactement comme ça, un prêt SCHL avec un triplex.
Oui, écoute, l'avantage de la SCHL quand on achète personnel, d'abord, il faut avoir l'intention d'aller y habiter. OK, donc si vous avez l'intention d'aller habiter le triplex, vous pouvez utiliser les prêts SCHL. Dans le cas d'un triplex, on a une mise de fonds de 10% au lieu d'une mise de fonds de 20% dans un financement conventionnel, donc un financement avec la banque uniquement. On y va avec la SCHL. Donc, ça baisse le taux, ça baisse le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est un peu plus bas. Ça baisse notre mise de fonds également. Moi, je dirais oui, parce que moins on en met dans un bâtiment, plus on a d'effets de levier et donc plus on peut s'enrichir. Par exemple, on pourrait acheter éventuellement dans le temps, là, je parle, donc si vous redéménagez un jour, vous avez l'intention d'acheter un autre triplex, mais là, vous pourriez acheter un autre triplex avec cet argent-là. Donc, c'est tout le temps essayer de créer l'effet de levier maximum à l'argent. C'est le but de l'investisseur immobilier. Donc, utiliser l'argent des autres, donc utiliser l'argent de la banque. Donc, si on est capable de baisser notre mise de fonds, c'est profitable. Seul désavantage, il y a une prime qui s'ajoute, donc une prime qui s'ajoute à l'hypothèque et on a une taxe à payer également sur cette prime-là. Donc, avantageux. Et souvent, les gens, juste un petit bémol, les gens pensent que ça n'existe pas dans le 6 logements et plus. La SCHL, ça existe en passant. Et vous n'avez pas besoin d'aller y habiter. Dans le 6 logements et plus, c'est vraiment à part, là. Donc, dans le petit triplex, on doit y habiter. On doit avoir l'intention, du moins, d'aller y habiter. Et dans le 6 logements, on n'a pas besoin d'y aller. Mon Dieu, j'ai la misère ce midi. Voilà, donc les deux situations. Donc, ça fait partie du coffre à outils, donc à utiliser quand on est capable de minimiser notre mise de fonds. Voilà. Excellent, merci JP. La prochaine question, je pourrais commencer, Kevin, puis je peux bonifier. C'est une question de Robert Gaucher, c'est un petit peu plus loin, là. JP, c'est à midi 14. Donc, je sais que Robert a posé 2-3 questions à un moment donné sur pose ta question, mais c'était des questions assez longues qui demandaient quasiment une consultation d'une demi-heure, fait qu'on les a pas choisies. Fait que Robert, on va y aller avec ta question qui si on a une équité à aller chercher pour une future mise de fonds sur un nouvel immeuble ou un flip, est-ce que vous allez la chercher d'avance ou seulement lorsque vous avez trouvé l'immeuble et que l'offre d'achat est acceptée? Oui, ben en fait, moi, dans mon cas, je pense que c'est du cas par cas beaucoup, là, comme quand je vais donner mon exemple à moi, là, mais j'ai de l'équité gelée dans un immeuble en ce moment. Je suis en conventionnel, puis je vais pouvoir aller rechercher avec les nouvelles règles de la SCHL, je vais pouvoir aller chercher mon équité lorsque, dans le fond, je vais être rendu, je vais avoir une PA acceptée, je vais être rendu dans le processus d'achat. Mon directeur de compte, il est au courant, dans le fond, que j'ai de l'équité dans cet immeuble-là. Fait que là, on va le prendre via la SCHL. On va faire devenir mon prêt SCHL pour aller chercher mon équité dans l'immeuble. Fait que moi, je vais la laisser là dans ce cas-ci. Y a-t-il d'autres façons de faire? Je sais pas. Assurément, c'est sûr que vous pourriez refinancer. Peut-être que Yvan ou JP, vous pouvez renchérir là-dessus. Écoute, non, c'est d'aller le chercher. Je sais que les règles de la SCHL, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une mise à jour éventuellement sur ce sujet-là. Il n'y a pas tous les prêteurs qui sont aussi sévères, disons. Là. Il y a différents niveaux de sévérité par rapport au retrait d'équité avec la SCHL. À voir, là, on va essayer de faire une mise à jour éventuellement dans un des lives où on fera un live particulier pour ça. Mais écoute, Robert, ça dépend, tu sais, si c'est ta maison, d'aller chercher une marge de crédit hypothécaire sur ta maison, elle est prête, elle ne te coûte rien, elle est prête à dégonner en bon français, à lancer l'argent dans un projet, ça c'est intéressant. Mais sinon, écoute, normalement, ça se fait assez vite, là. Donc, tu fais ta promesse d'achat, tu montes ton équité, tu montes à la banque, tu fais ton refinancement, tu peux le faire en même temps. Là. Moi, il n'y a pas de problème. Là. C'est juste d'avoir des délais en conséquence dans ta promesse d'achat. Sinon, c'est plate un peu parce que tu payes de l'intérêt pour rien. Donc, dépendant de la situation, voilà ce que j'avais à bonifier. Moi, ce que j'ajouterais, c'est un petit peu peut-être de la sagesse ou c'est que si tu l'as disponible là, j'irai à chercher tout de suite parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le marché. Est-ce que les règles pourraient changer? Hein? On a vécu ça avec la SCHL. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce qui va changer dans les règles, qu'est-ce qui va changer dans ta situation, dans le marché. Fait que si elle est disponible là, moi, j'irai la chercher tout de suite. Comme ça, tu es sûr de l'avoir parce que imagine que là, tu dis, je suis capable d'aller chercher 80%, mettons, d'une valeur d'une propriété, mettons, de ta maison. Puis les règles changent, puis si ça tombe à 70, tu vas dire, j'aurais dû aller chercher à 80, tu sais, quand c'était à 80 ou 70. Les taux d'intérêt peuvent se mettre à augmenter, puis tu n'auras pas nécessairement la même capacité non plus là, d'aller chercher de l'argent. Fait que j'y irais tout de suite, personnellement. La sagesse d'un Yvan Cournoyer. Voilà.
Bon. Petit 3, on a Anthony qui pose une question à JP. Bonjour, si je trouve un multilogement hors marché, avez-vous une bonne technique pour avoir l'aperçu des revenus et dépenses de façon complète? Non. En fait, la réponse est non, Anthony. Si tu trouves un multilogement hors marché, généralement, tu as besoin d'avoir l'info, d'une info minimum. Là. Donc, tu peux aller chercher évidemment le nombre de logements sur le rôle de la ville. Donc, tu vas avoir cette info-là. Par la suite, tu peux aller chercher les taxes, la plupart des villes également. Donc, taxes scolaires également, de plus en plus. Vous allez sur un vieux site, là, c'est TFT, je me souviens bien. Un vieux site qui ressemble à peu près au registre foncier. On est capable d'aller chercher les factures de taxes scolaires là-dessus. Donc, les taxes, tu les as. Les assurances, tu peux les estimer. Grosso modo, 4 à 5 des revenus. Donc, ça peut être bon. Si tu n'as pas les revenus, 400 par logement par année. Encore là, on liche son pouce, on est à peu près de même. Là. Ça dépend de plein de facteurs, mais on peut l'estimer comme ça. Par la suite, les revenus, difficile d'y avoir. Le seul moyen que tu pourrais faire, c'est avec des comparables, d'essayer de voir un prix de location au pied carré. Donc, tu regardes les immeubles sur Centris, tu es capable de voir leur superficie via le rôle foncier, ou tu peux aller sur Google Maps. Hein, tu peux, avec un bouton droit, ceux qui ne savent pas, on peut mesurer des distances. Donc, tu vas sur l'immeuble, bouton droit, mesurer une distance, et là, tu vas mesurer la superficie du bâtiment. Ça peut te donner un taux de location au pied carré. Donc là, ça pourrait te donner un estimé sur les revenus, mais c'est très, très approximatif. Donc, en gros, la réponse est non, mais tu peux licher ton pouce 2-3 fois et avoir une idée globale de ce que ça pourrait donner. Et voici pourquoi qu'on est 3, les amis, parce qu'on perçoit toujours des questions de façon différente. On a toujours des réponses complémentaires. Moi, quand j'ai eu la question, j'aurais eu le réflexe de carrément dire demande au vendeur, tu sais. Demande-lui les informations. Tu sais, tu es hors marché, j'aimerais ça vous faire une offre, c'est quoi vos revenus, c'est quoi vos dépenses. Il va te le donner de façon complète. S'il ne veut pas te le donner, il faut que tu les estimes, comme a dit Jean-Philippe. Yes. Midi 6, c'est une question pour Kevin, parce que tantôt, on a parlé d'assurance titre, puis tu as bonifié, puis tu semblais avoir un petit peu d'expérience. Est-ce que l'assurance titre est bonne pour toujours? Elle va être bonne jusqu'à ce que vous changiez de financier, en fait. Quand vous allez changer mettons que vous changez de banque, là, elle est plus bonne. Elle est plus bonne, c'est ça. Dans le fond, c'est que l'assurance titre est liée, c'est probablement une histoire légale, là, dans le fond, qui est liée à votre institution financière actuelle. Donc, c'est ça, jusqu'à temps que vous restez avec la même. Oui, puis tant qu'on demeure propriétaire, ça va être bon si on reste avec la même banque. OK, Daniel, c'est à peu près la même chose qu'il posait comme question. Je descends. OK. Ouais. OK, Anthony qui a commandé son livre. Tu as hâte de le recevoir. Excellent. On avait Adam Veilleux, si tu veux, Yvan, dans les premières questions, il avait posé 2 questions. C'est des questions longues, mais des questions intéressantes quand même. Okay. Sa deuxième question, admettons que j'achète un 6-plex à 550 000 de valeur marchande, mais la valeur économique est un peu plus basse, mettons 680. Dans l'optique d'une optimisation, la nouvelle valeur marchande devient à 900. Bon, on parle de chiffres, là, mais c'est pas grave, on va y aller générique. Je peux calculer l'équité toujours disponible à partir de la nouvelle valeur actuelle où je prends la valeur économique. OK. Tout ça pour dire, on oublie les chiffres, Adam, là, juste pour te dire, il y a toujours, en fait, à l'achat, il y a 4 critères pour le financement. Okay? Dans le 6 logements et plus, okay? On oublie les petits flex. Là. 6 logements et plus, quand on parle de valeur économique, on parle de 6 logements et plus. 6 logements et plus, quand on achète, il y a 4 choses que la banque regarde. Prix payé, valeur marchande, valeur économique et ratio de couverture de dette, qui vient un peu là, s'englober la valeur économique, mais qui est différents critères. Donc, on regarde si on respecte notre ratio de couverture de dette. Okay? Donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, on ne commencera pas à expliquer le ratio de couverture de dette ici, c'est un peu complexe, mais justement, la formation du même nom, formation du même nom ici, là, super formation, 3 heures, où est-ce qu'on regarde tous ces critères-là. Donc, ratio de couverture de dette, valeur économique qui est calculée avec le TGA de financement. Donc, encore une fois, là, on est assez spécifique là, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers. Encore une fois, vous pouvez toujours suivre nos vidéos et nos formations pour le voir, mais valeur économique avec le TGA de financement. Ensuite, je l'ai dit, la valeur marchande, donc la banque n'apprêtera pas plus que 75 ou 85 de la valeur marchande, dépendant du type de prêt, et également le prix payé. Quand tu fais un refinancement, c'est 3 conditions. La seule qui tombe, généralement après 1 an, c'est le prix que tu as payé. Mais il reste quand même ratio de couverture de dette, valeur économique
et la valeur marchande du bâtiment. Donc, ça va toujours rester, c'est toujours le plus bas de ces critères-là. Donc, 4 critères à l'achat, 3 critères au refinancement, généralement, après un an, le prix payé tombe. Donc, c'est ces critères-là quand on parle de refinancement. J'espère qu'on les a éclairés. Ça, c'est une question qu'on a 2000 fois dans une année. Là. Donc, c'est vraiment ces critères-là dans le 6 logements et plus. Puis, je vous encourage encore une fois à venir suivre notre formation. Super le fun de 3 heures sur l'optimisation de bâtiment. Sinon, le coaching, évidemment, on couvre ça bien plus en détail que ça. D'ailleurs, à toi, Yvan. Oui, merci. Si tu permets de faire la petite plug, c'est qu'on a décidé de donner le livre avec les gens qui prennent la formation en salle. Fait que venez prendre la formation en salle, on vous donne le livre d'une valeur de 25 $. Quel scoop! Quel scoop! Good. Parlant de refinancement, on a Mathieu Giroux qui a posé une question à peu près dans la même lignée. Ça va permettre de bonifier ton point. Il dit qu'il a trouvé un immeuble, il a acheté un immeuble qui est en train de le rénover, fait des améliorations. C'est quoi la procédure pour aller réhypothéquer, donc refinancer? Il demandait est-ce qu'il faut attendre que la ville vienne réévaluer? C'est pas vraiment la ville, ça va être l'évaluateur agréé qui va revenir voir ton immeuble avec tes nouveaux revenus et tes nouvelles dépenses. Et là, va établir la valeur, comme disait tantôt JP. La ville va être là pour donner une valeur foncière, okay? Juste pour voir combien ils vont te charger de taxes. Mais évidemment, tu as demandé des permis, puis ils sont au courant que tu fais des travaux, fait qu'ils vont sûrement venir te revisiter et peut-être réévaluer à la hausse pour collecter plus de taxes. Donc, il faut faire attention, Mathieu, la ville, c'est pour fin de taxation. Si on parle de financement, ben, c'est l'évaluateur agréé qui va venir faire son petit tour. Monsieur Labonté, vos meilleurs conseils pour des acheteurs peu expérimentés? Ben, mettons qu'on commence avec visiter, en fait. Ça va vous donner une bonne idée. T'sais, soyez attentifs, pas nécessairement juste à la couleur des murs, en fait, là, vraiment à ce que vous voyez, l'inclinaison des planchers, par exemple, les portes qui ne ferment pas bien, mais que ce n'est pas causé par la peinture. Aller dans les vides sanitaires quand c'est possible, quand il y en a. Pour vous donner un petit peu d'expérience, en fait. C'est sûr que justement, au club, on donne une formation sur l'inspection qui est quand même, c'est une journée complète sur l'inspection qui est assez, dans le fond, ça couvre pas mal tous les points qu'on parle en inspection. Puis dans l'avancée, en fait, il y a une caravane même d'inspection. On s'en va dans plusieurs propriétés pour faire le tour. Donc, pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on regarde en gros, grosso modo, parce qu'il n'y a rien comme en fait de visiter pour prendre de l'expérience, même pour acheter, en fait, pour savoir si un immeuble vous tente. Puis comme j'expliquais dans un dernier coaching, en fait, en visitant, juste de rentrer dans les aires, un 6 logements, c'est pas toujours barré, là. Je dis un 6, mais ça peut être, dans le fond, un immeuble avec des aires communes, tout simplement. Fait que, juste rentrer dans des aires communes, vous allez sentir qu'est-ce que ça sent avec votre nez, vous allez voir puis entendre aussi. C'est quand vous entendez les locataires se crier après, c'est le même concept un peu en inspection. À force de faire le tour à l'extérieur d'un bâtiment, vous allez comprendre un peu les petites problématiques de base, en fait, qu'on va observer en inspection, mais c'est sûr que c'est difficile à très court terme de vous dire, regardez ça, là, c'est plus complexe. On va regarder les grosses composantes, en fait, qui vont coûter cher. Là. Vous pouvez regarder, toiture qui est apparente de la rue, par exemple, fondation, si vous voyez des fissures de plus d'1 millimètre, revêtement extérieur, la maçonnerie, ça coûte excessivement cher. Les fenêtres aussi, ça peut être un bon levier de négociation. Je pense que ça couvre pas mal la question. Si je peux bonifier, Kevin, si vous me permettez, juste, j'ai aimé ça, qu'est-ce que tu as dit, d'aller voir. Les gens, là, ils restent derrière leur ordinateur, puis là, ils disent, il y a juste ces visites promesses d'achat acceptées. Là. Comment? Allez-y, déplacez-vous, allez voir le bâtiment. Dernièrement, on a fait un offre sur un parc immobilier, puis finalement, on a été faire le tour avec Sandra, ma conjointe, on a été faire le tour des unités. Puis finalement, on a rencontré le semi-concierge qui est là depuis 34 ans. On a jasé avec pendant une demi-heure. Il a tout décrit le bâtiment au complet. Il n'y a pas de vendeur à côté. Donc, on est là en train d'avoir la discussion. On a tout l'historique du bâtiment. Il connaît chaque locataire, les rénovations, les problèmes qu'il y a eu, l'historique de la propriété. Puis, sais-tu quoi? Les portes étaient ouvertes. Le hall commun était ouvert. On avait accès au sous-sol. Donc, on a été visiter tout le sous-sol. On a été voir la plomberie. On a été voir la fondation. On a tout été voir. Donc, tu sais, gênez-vous pas dans les aires communes, c'est les lieux relativement publics. Puis si jamais on vous demande qu'est-ce que vous faites là, vous dites juste, on est venu inspecter la propriété, on fait partie des assurances ou peu importe. Si jamais vous avez peur que le vendeur ne veuille pas
que ça paraisse que vous achetiez, mais allez-y. J'ai déjà suivi un livreur Amazon. Le livreur Amazon rentrait dans le bâtiment. J'ai suivi le livreur Amazon. Tu allais sonner à la porte. La dame, elle a pris son paquet. Puis je lui dis, est-ce que ça vous dérangerait que je jette juste un coup d'œil à votre bâtiment? Tu sais, soyez pas gênés. Allez-y, là, soyez fonceurs. Puis si on dit, encore une fois, on peut toujours demander pardon. Donc, demandez pas permission, demandez pardon dans ce cas-là. C'est pas très grave là, d'aller visiter. Il n'y a personne qui va vous taper ses doigts pour ça. Là. Puis, comme j'ai dit, si on vous identifie, vous êtes un inspecteur de la ville. Donc, allez-y, c'est pas juste devant l'ordinateur qu'on va aller visiter les bâtiments, c'est en faisant les tours, comme tu disais, Kevin. Je voulais juste bonifier là-dessus. Voilà. Très bon point. Puis c'est vrai, demander pardon dans ce cas-là, c'est pas très, très impliquant, Jean-Philippe. Exact. On le fera pas. C'est trop risqué. C'est quoi le risque? Là? C'est comme, on te demanderait de quitter les lieux, tu vas quitter les lieux. Là-dedans, c'est rien, mais on s'en reparle. J'ai jamais vu la police débarquer. J'ai jamais vu la police débarquer pour une visite de bâtiment. Effectivement. Je te dis que dans ce cas-là, c'est pas grave, mais on s'en reparlera après la chose parce que tu n'avais pas compris mon petit clin d'œil. Ah, j'ai pas compris, excuse-moi. Mais non, on l'a demandé pardon, on le fait pas tout le temps, on le fait quand c'est pas grave. Là. Ouais. Exact. Voilà. On va venir occuper notre invité, hein, Kevin? Oui. Je suis prêt. Une question pour toi de Amine. C'est quoi les procédures à suivre suite à la découverte d'un vice caché, même si tu n'es pas avocat en droit immobilier, quand même donner une couple de petites pistes? Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est sûr que à la base, l'avocat peut vous donner une bonne base, en fait, là, pour bien vous guider. Parce qu'il y a deux principes, en fait, le vice caché puis le vice apparent. Apparent, techniquement, c'est contre l'inspecteur. Puis le vice caché, en fait, l'inspecteur devrait être votre ami, en fait, parce que lui, il a pris des photos lors de l'inspection, puis la panoplie de photos qu'il a pris va vous permettre de déterminer, regarde, c'était non visible lors de l'inspection, donc j'ai pas pu le voir, il n'y avait pas d'indice que, etc., etc. Donc, puis après ça, par la suite, c'est sûr que c'est du cas par cas. Exemple, justement, pour un vice caché, là, ça va peut-être prendre justement un rapport d'expert pour pouvoir corroborer les faits que c'était caché, déterminer dans le temps aussi. Parce que c'est sûr que faut déterminer ce qui est le point principal, en fait, dans le cas d'un vice caché, c'est est-ce que la condition était présente avant, en fait, avant dans le temps, pendant que le propriétaire était, l'ancien propriétaire, en fait, était encore propriétaire, ou si ça a commencé pendant que c'était vous, tout simplement. Donc, c'est ça. Puis, bien honnêtement, par rapport au vice caché, à moins que ce soit qu'on parle d'un gros montant quand même, c'est beaucoup de frais. Les avocats sont quand même pas donnés, donc c'est énormément de frais. Gardez en tête que les petites créances, là, c'est 15 000. Ça fait que si vous voulez essayer d'économiser au moins un peu côté avocat, puis essayer d'aller chercher quelque chose, à moins que ce soit au-dessus de 10 000, en tout cas, de par expérience de d'autres gars dans notre compagnie, en bas de 10 000, c'est difficile de réussir à retrouver quoi que ce soit. Vous dépensez temps, énergie, un peu pas pour rien, mais au final, ce que vous allez recevoir va équivaloir à peu près aux frais que vous avez payés pour gagner, dans le fond, là, juste pour avoir raison, tout simplement. Donc, des fois, il faut décider de laisser des choses aller, tout simplement payer puis réparer, tout simplement. Si tu permets, deux petits points, tu as peut-être dit pendant que je suis en train de lire, là, mais première chose à faire quand on a un problème de vice caché, c'est qu'on va stopper l'hémorragie si jamais ça cause un problème à l'immeuble. Une toiture qui se met à couler, mettons, là, ben, tu laisses pas ça couler comme ça, là, tu répares très rapidement, juste pour que ça arrête de couler. Puis, deuxième étape, tu appelles ton avocat. Là, c'est la chose à faire. Là. Okay, tu rentres l'avocat spécialisé en droit immobilier dès le départ dans le dossier. Là, pas je vais essayer de réparer, puis 3 mois après, ça recoule encore. Là, je vais contacter l'avocat. Commencer à travailler sur l'immeuble et à faire des réparations, ça va être plus difficile à justifier, là, puis gagner ta cause. Donc, rapidement, l'avocat en droit immobilier. Ça me permet pendant que tu m'as fait penser à quelque chose. C'est, dans le fond, vous avez théoriquement 90 jours à partir de la découverte du vice pour en faire part dans le fond, à la personne qui vous a vendu l'immeuble. Fait que, il faut quand même pas dire je vais attendre. C'est sûr qu'il faut aller, faut vraiment avoir quelque chose qui allait diminuer la valeur de l'immeuble, qui allait définitivement changer la valeur de l'immeuble que vous alliez acheter, en fait, tout simplement. JP, je pense que tu avais quelque chose à ajouter. Oui, en fait aussi, il faut faire attention parce que dans certaines situations, là, pour l'avoir vécu une fois, une histoire de vice caché, en passant, Kevin, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est un vice caché
75 000. Je pense que ça l'a coûté à réparer. J'étais allé chercher 15 000 à l'amiable, ou 15 ou 25, je me souviens plus exactement, mais d'après moi, là, c'est sûr, on avait ces discussions-là entre 25 et 50 du coût de votre vis caché, peut-être que vous allez retrouver. Donc, considérez à le réparer vous-même avant de vous lancer là-dedans, ou du moins une négociation à la même avec le vendeur. La seule chose que je veux faire attention, c'est que on doit, du moins de ce que j'ai vu des conseils juridiques, je ne suis pas juriste, il n'y a personne qui est juriste ici, donc appelez votre avocat le plus vite possible parce qu'il y a certaines situations où vous devez laisser la chance au vendeur de pouvoir réparer le vis avant que vous-même vous le réparez, à moins d'une urgence, comme disait Yvan, là, avec une toiture qui coule. Mais s'il n'y a pas urgence, attention, vous devez laisser le vendeur pouvoir réparer lui-même le vis. Donc, attention, là. Donc, appelez votre avocat. Je le sais, j'avais été impliqué dans deux poursuites de vis caché, puis ça avait été dans les deux cas, ce scénario-là. Je ne suis pas juriste, appelez l'avocat en vis caché. Donc voilà, de retour à toi, Yvan. Avant d'aller à Adrien, c'est une bonne question, on va aller un petit quickie à Aziz à midi 21. Il veut investir dans un triplex. Combien d'argent qu'il a besoin comme mise de fonds? Évidemment, Aziz, ça va dépendre de la valeur de ta propriété, mais juste pour t'aider à te guider, là, quand on achète un triplex, puis on le finance conventionnel, donc il n'y a pas d'assurance hypothécaire, la mise de fonds, c'est 20 Donc, à partir de là, selon le prix que tu payes, tu fais 20 c'est ta mise de fonds. Et si tu le fais assurer par un assureur hypothécaire comme la SCHL, la Genworth ou Canada Guarantee, ça va être 10 de mise de fonds. Donc, à partir de là, tu peux faire des calculs. Et voilà. Donc, évidemment, ça dépend. Combien tu as besoin d'argent? Si c'est 200 000 ou 700 000 prix d'achat, ça va faire varier énormément ta mise de fonds. Adrien, si vous aviez à recommencer avec 30 000 qu'est-ce que vous feriez? Je suis curieux d'entendre Kevin. Qu'est-ce que tu fais là-dessus? C'est drôle, c'est une situation qui m'est arrivée. En 2018, j'ai commencé avec 30 000, en fait. Puis finalement, j'ai acheté énormément d'immeubles en subvention du vendeur. Donc, bref, pour ceux qui savent c'est quoi la technique, là, mais le vendeur vous redonne un certain montant. On va garder ça simple, là, parce que c'est sûr qu'on ne se lancera pas dans toute l'explication de la subvention. Mais en gros, j'avais commencé à acheter, là, un duplex avec 30 000, finalement. J'avais pas eu à mettre le 30 000. J'en ai acheté un autre, j'ai acheté un 4, ensuite un 12, puis ça l'a fait boule de neige, en fait. Donc, c'est ça. Des fois, c'est juste de doser pour vraiment répondre à la question. C'est d'oser demander au vendeur certaines choses. Est-ce qu'il est prêt, exemple, à vous financer la mise de fonds? Bref, c'est sûr que l'étape numéro 1 avec 30 000, c'est sûr que ça serait de se former parce que ça prend, dans le fond, ça permettrait de maximiser le montant, en fait, que vous avez. Donc, et voilà, c'était la réponse que moi j'aurais donnée. Sans être partisan, là, que ce soit au club ou n'importe où, formez-vous parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est le même principe que l'inspection. On achète un immeuble de 700 000 puis on lésine pour 800 $ d'inspection. Bien, vous êtes en train d'acheter un immeuble de 2, 3, 4, 500 000. Investissez un certain montant en formation, un minimum pour être capable de minimiser votre mise de fonds, faire plus de profit à l'achat, puis éviter les erreurs coûteuses, parce qu'en immobilier, on jongle avec des gros chiffres. Hein, fait que, et voilà, peut-être JP a un petit bonus là-dessus. Bonus, meilleur retour sur investissement que vous aurez jamais, c'est en formation. Point final. Donc, à chaque fois qu'on me demande une mise de fonds comme ça, c'est sûr qu'on ne parle pas de 200 000 mais une mise de fonds comme de ces ordres de grandeur-là, forme-toi le plus que tu peux parce que tu vas aller chercher. Tu sais, Kevin a tout de suite parlé de subvention du vendeur. Il a appris ça où? Il a appris ça au club. Après ça, c'est ça qui a permis d'exploser avec tout ça. Donc, que ce soit en formation immobilière ou que ce soit en formation en développement personnel, c'est le meilleur retour sur investissement que vous pourrez jamais avoir, c'est en formation. Parce que vous allez développer des trucs et également, vous allez développer un réseau. Et le réseau est très important aussi en immobilier. Donc, voilà, meilleur retour sur investissement possible. C'est sûr qu'on prêche pour notre paroisse, là, mais en tout cas, moi, j'enseigne pour le plaisir de partager les connaissances parce que je sais que c'est ces connaissances-là qui peuvent avoir le meilleur spark puis le meilleur changement pour ces gens-là. Excellent, merci. Il est rendu moins quart. On se dirige vers la fin, un petit 15 minutes encore. On a David Rainville, midi 38, JP. Une belle question, ça, pour Kevin, parce qu'il aime ça, les immeubles centenaires. Donc, quand on
c'est qu'il y a beaucoup de problématiques mineures sur un immeuble centenaire et on passe une inspection. Peut-elle travailler contre nous dans le futur, cette inspection? OK, donc on a un immeuble centenaire qui a beaucoup de petits problèmes pour faire inspecter l'immeuble. Est-ce que ça pourrait jouer contre nous, le fait de le faire inspecter? Je ne vois pas en quoi ça pourrait jouer contre vous, en fait, si, honnêtement, ben, dans le fond, le but d'inspecter, c'est de connaître l'état actuel du bâtiment. C'est comme une photo dans le temps qu'on fait, en fait. C'est comme, bon, ben, aujourd'hui, il y a tel problème sur l'immeuble. Si vous avez réparé, c'est quand même rare que les gens font réparer 100% de ce qui est écrit dans un rapport d'inspection, bien honnêtement. Tout le monde a des salons à faire. Vous en avez tous des salons à faire chez vous, c'est certain. Donc, ça ne peut pas vraiment jouer contre vous parce que même si vous faites réinspecter, c'est relativement rare, en fait, que l'acheteur va utiliser le rapport d'inspection, ben, du moins à ma connaissance, mais va utiliser le rapport d'inspection du vendeur pour, dans le fond, acheter son immeuble. Il va quand même faire réinspecter parce que d'un point de vue légal, il n'y a pas de lien contractuel avec l'inspecteur, mais aussi l'inspecteur travaillait pour vous. Donc, est-ce que ça peut jouer contre vous? Honnêtement, je ne vois pas en quoi. Là. Good. Christian David Diaz, 46. Balance de vente, c'est pour toi, ce JP. Balance de vente, est-ce qu'il y a un prix minimum pour un immeuble? Non. Christian, OK, la réponse est non. Souvent, les gens ont une balance de vente là, en tête. Là. Donc, balance de vente, on vend, le vendeur vend le bien, mais il accepte de laisser une balance à être payable plus tard. Donc, il laisse une balance à être payable plus tard. Ça peut être dans un mois, ça peut être, j'ai vu des balances de vente de 23 ans, ça peut être des balances de vente avec intérêt, sans intérêt. Donc, bref, tout ça, les termes peuvent être négociés, mais dans le fond, c'est vraiment quelque chose qui est remis à plus tard. Des balances de vente, ça peut être également en premier rang. Donc, les gens pensent souvent au deuxième rang, donc se placer derrière la banque avec une balance de vente en deuxième rang, mais également des balances de vente en premier rang. Ça m'est arrivé d'acheter des bâtiments infinançables. J'ai acheté un bâtiment vacant, j'ai acheté un bâtiment qui était contaminé à l'huile et dans les deux cas, j'ai eu une balance de vente de premier rang du vendeur. Donc, non, il n'y a pas de montant limite. Là où je pense que tu voulais te diriger avec la question, Christian, c'est est-ce que la banque accepte les balances de vente? Donc, ça, c'est une autre question. Donc, est-ce que les banques acceptent les balances de vente? Oui et non. Il y a certaines banques qui ne l'acceptent pas. Il y a certaines banques qui l'acceptent. Desjardins peuvent accepter une certaine partie de balance de vente où est-ce qu'on injecte un peu d'argent et la balance de vente vient du notaire. Donc, il y a quelques petits trucs, évidemment, qu'on donne dans le financement créatif au niveau du club parce qu'on passe une journée là-dessus là, au niveau des balances de vente. Il y a certaines façons de les ficeler qui vous permettent de les augmenter. Mais pour répondre à ta question globalement, voilà. Donc, non, les banques, oui, une certaine limite au niveau des balances de vente. De retour à toi, Yvan. Effectivement, il n'y a pas de minimum, mais fais quand même tes calculs, Christian, parce que des fois, j'ai vu des gens, des fois, faire des balances de vente à des petits montants, mais ils avaient oublié l'aspect que c'est eux autres qui payent l'enregistrement de l'hypothèque, c'est eux autres qui payent la quittance. Des fois, il y a des intérêts assez élevés. Fait que, si tu fais une balance de vente pour 10 000 mais ça coûte 800 d'enregistrement d'hypothèque, ça coûte 700 de quittance. À un moment donné, ça coûte en pourcentage, ça coûte quand même cher par rapport à 10 000. Donc, fais tes calculs là-dessus. Cindy, qu'arrive-t-il dans le cas d'un vice caché? Dans le fond, on va résumer la question parce qu'elle était un petit peu difficile à lire. Quelqu'un a acheté un immeuble et il l'a acheté sans garantie légale. Et la personne n'a pas déclaré quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut avoir un certain recours comme acheteur, Kevin? Ben, en fait, c'est ça. Si là, la question va être de prouver, en fait, c'est ça qui est le fun dans le multilogement, c'est de prouver, en fait, que le vendeur, le problème était présent, en fait, puis que le vendeur ne vous l'a pas déclaré dans la déclaration du vendeur. Puis ce qu'on voit quand même fréquemment, là, c'est les déclarations du vendeur par quelqu'un qui vend sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, puis il coche tout non. Tu sais, sur la DV, là, tout est coché non. Il n'y a jamais eu de problème dans ce bâtisse-là parce qu'il pense qu'il se dégage de problème. En fait, théoriquement, on appelle ça un dol. Si jamais la personne a menti volontairement, en fait, sauf que c'est sûr que le fardeau de la preuve vous appartient. Par contre, des fois, quand les locataires sont fâchés contre leur ancien propriétaire, ça peut être une bonne porte d'entrée pour réussir à avoir des preuves et des témoignages. Donc, puis souvent, c'est les locataires, en fait, qui vous informent que, ben oui, ça fait 10 ans que ça fait ça, puis que l'eau rentre dans le sous-sol, mais là, mon plancher il est mou, il est pourri. Bref,
C'est ça. Fait que c'est de prouver que la personne a menti volontairement, mais la déclaration du vendeur, c'est un super bon outil pour vous dans ce cas. Excellent. Est-ce que je suis en train de regarder, ça ne défilait plus du côté BeLive. On dirait que les questions ne défilaient plus. Fait que je suis allé dans Facebook voir s'il y en avait. Pas de problème. En passant, on est international, Yvan. Pas international, mais disons pan-canadien. On a des gens qui nous écoutent de Banff. Élie Bao qui nous écoute de Banff aujourd'hui. Donc, lui, c'est pas son lunch, c'est son déjeuner de l'immobilier à Banff. Donc voilà, salut Élie, content de voir que vous nous écoutez. Même en voyage. Il y a peut-être même des gens de la France partout dans le monde. On est universel. Oui, absolument. Ouais. Là, je lis une question de Nancy Réaume. Je ne l'ai pas lu d'avance. Je ne sais pas qui va s'appliquer, là, mais bonjour, merci pour vos conseils. Je suis à ma deuxième écoute avec vous. Ma maison est payée. Quand je vais la vendre, j'aurai 450 000 pour l'achat d'un triplex que j'occuperai. Étant donné que je suis seul, est-ce que je mets 100% de ce montant en mise de fonds et avoir 200 000 d'hypothèque ou je mets le moins possible et place la différence? Merci. T'en mets le moins possible. T'en mets le moins possible, Nancy, parce que si tu mets 100% de ta mise de fonds, tu n'auras pas cet argent-là pour investir, à moins que tu n'aies pas le goût d'investir, mais si tu veux investir dans d'autres immeubles par la suite, garde ton liquide. Sois liquide le plus possible parce que tu ne sais pas si tu mets l'argent en mise de fonds, tu vas être capable de le récupérer aussi facilement. Donc, quand tu l'as entre les mains, tu essaies de le garder. Tu en mets le moins possible. Tout simplement. JP, quelque chose là-dessus, relativement simple. Et puis là. Oui, je suis là. Ah, excuse-moi. Et oui, il y avait une question de vis caché. Non, je n'avais rien à rajouter là-dessus, mais pour une question de vis caché à Cram pour Kevin. Un affaissement de sol, j'aime ça, c'est une bonne question. Je ne saurais même pas répondre. Un affaissement de sol, est-ce que c'est considéré qui n'est pas déclaré dans la déclaration du vendeur? Est-ce que ça peut être considéré comme un vice caché? Bon, ça dépend si ça cause quelque chose à l'immeuble. En fait, si on parle d'un affaissement de sol, puis que c'est mettons exemple, la portance, en fait, la portée vis-à-vis des fondations qui va causer que l'immeuble va s'affaisser, en fait, là, s'il était au courant, en fait, puis qu'il ne l'a pas déclaré, ça va être un peu le même principe que tantôt. Ça va être de prouver, c'est le fardeau de la preuve de prouver qu'il y avait un test qui avait été déclaré, puis la bonne qui avait été effectuée. Puis vous pouvez toujours aller voir dans la section de déclaration du vendeur vers la fin. De mémoire, c'est la dernière page ou l'avant-dernière, mais c'est vraiment la dernière, un mix des deux, du moins, c'est dans le haut de la dernière page qui dit est-ce qu'il y a des tests ou expertises qui ont été effectués sur cet immeuble? C'est vrai que c'est coché oui ou non, puis par la suite, on demande si les rapports sont disponibles. Donc, c'est ça. Puis, normalement, s'il y avait de quoi à être expliqué sur ce point-là, ça aurait dû être dans la section D14. Fait qu'à la fin complètement, où est-ce qu'on décrit chacun des points à être expliqués de la déclaration du vendeur. Donc, à ce moment-là, lui, ça le bac si tout est écrit là. Sinon, un affaissement de sol considéré comme vice caché, c'est sûr que c'est pas nécessairement, honnêtement, on parlait tantôt de juriste, là, dans ce cas-ci, c'est clairement d'appeler soit avocat, en fait, pour être capable de déterminer la ligne grise est où, en fait, pour vous. Là. Excellent. Hey, merci, Kevin. On se dirige vers la fin. En passant, merci beaucoup d'avoir été là, Kevin, de ton temps, gracieusement, bénévolement, pour répondre aux gens. Très bonne réponse. On voit que tu es un passionné. Tu connais ton affaire. En passant, Kevin fait de l'inspection à Québec, mais est-ce que tu en fais à Montréal? J'en ai déjà fait ça dépend des dossiers. En fait, quand on a un gros dossier, puis qu'on va être plusieurs, oui, mais je veux toujours, tu sais, quand c'est un gros dossier, je veux avoir quelqu'un de la place avec moi parce que, en fait, c'est sûr qu'on connaît moins des problématiques spécifiques à des secteurs très, très précis. Comme, tu sais, moi, à Québec, exemple, bon, on a des grottes, on a des secteurs où est-ce qu'il y a de l'oc ferreux, il y en a partout au Québec de l'oc, mais c'est pour en donner un exemple. Ensuite, il y a des secteurs où est-ce que la nappe phréatique est élevée, des secteurs à affaissement, bref. Ça, c'est mon secteur à moi, tandis que quand je vais à Montréal, ça m'est déjà arrivé, là, dans le fond, que j'appelle l'inspecteur qui est dans le coin, en fait, pour qu'il me dise justement si dans ce quadrilatère-là, on a des problématiques spécifiques. Mais à moins que ce soit un gros dossier, en fait, d'habitude, je reste dans la région de Québec. OK, excellent. Puis une dernière question avant de céder la parole à JP pour le mot de la fin. Thermographie, personne qui a posé de questions là-dessus, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, c'est très... c'est dur de résumer ça rapidement, là, mais c'est sûr que ça peut être un bon outil dans certains, quand les critères sont rencontrés. Fait qu'il faut qu'on ait un bon différentiel entre la température extérieure et la température intérieure. Ça ne veut pas nécessairement dire, si on ne met pas notre petit meuble en pression négative, qu'on va pouvoir déceler certaines anomalies thermiques, dans le fond, une anomalie thermique, donc qu'on peut voir avec la caméra thermique. Donc, bref. Oui, c'est un super bon outil, mais dans les bonnes circonstances. Puis l'exemple que je donne, c'est un panneau électrique. Si je regarde un panneau électrique là en ce moment, aujourd'hui, ben là, il commence à faire un peu plus frais, mais si je regarde les breakers de chauffage, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, je vais voir si on a une problématique de connexion sur cette ligne-là parce que le chauffage ne fonctionne pas du tout. Donc, bref, faudrait loader chacun des circuits à 80% de sa charge, en fait, pour savoir si on a vraiment une problématique sur chacun des circuits. C'est l'exemple que je donne pour expliquer, oui, c'est bon, mais quand on a les bons paramètres, c'est sûr, quand on a les bons paramètres, que ce soit tant la température ou l'utilisation du matériel en soi. Excellent. Puis assurez-vous, si je peux me permettre, Kevin, assurez-vous que votre inspecteur est capable de bien calibrer l'appareil puis de bien interpréter les résultats parce que c'est une chose d'avoir la caméra, mais savoir s'en servir, c'est une autre. Donc, merci Kevin, merci d'avoir été là. On reste là quand même, on va faire le petit mot de la fin. Là. Merci à tous. On a quand même 120, 125 personnes. JP, as-tu un petit quelque chose à terminer? Oh, merci à Kevin. Regarde, je voulais juste montrer mon nouveau petit bijou que je me suis acheté il y a de ça pas longtemps. C'est pas extrêmement précis, là, c'est très sommaire, mais c'est une caméra thermique en fait qui vient se brancher là, directement dans le téléphone. Donc, il y a un modèle Android, il y a un modèle iPhone, puis ensuite, ça permet d'avoir la caméra thermique sur le téléphone. Donc, quelque chose comme 200, 250 $ là. Trouvable facilement sur Internet. Donc, voilà. Sinon, pour le mot de la fin, toujours un plaisir de partager votre lunch. On est monté jusqu'à 150 aujourd'hui quand même. On est vraiment content d'avoir encore cette belle audience-là les midis. Donc, voilà. Donc, très content de vous avoir vu, autant les auditeurs qu'évidemment mes deux autres chers panélistes. Yes, sir. Hey, voilà. Merci, JP. Merci, Kevin. Nous, on se revoit la semaine prochaine avec nul autre que Maître Richard D'Amour, avocat fiscaliste. Ça promet autant qu'aujourd'hui qu'on a eu avec Kevin. C'était excellent. Merci beaucoup de votre temps, les amis. N'oubliez pas la formation ce soir, registre foncier, une véritable mine d'or. Donc, comment trouver des lignes grâce au registre foncier. C'est notre ami JP qui va se faire le plaisir de donner le cours à Montréal, au Courtyard. On a également, ce soir, ne manquez pas la séance d'information sur la tokenisation de vos actifs. Le futur de l'immobilier s'en vient ici. Donc, on va être là pour vous expliquer comment ça fonctionne et c'est quoi la puissance de ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cette merveilleuse technique. Et n'oubliez pas le coaching qui débute à Québec le 26 septembre prochain. On a également un coaching à Montréal qui débute le 30 octobre. C'est les vendredis pendant 10 mois. Il y a un fast track également qui est commencé. Et on a un nouveau fast track qui s'en vient, là, volet commercial qu'on va vous annoncer dès demain. Donc, ne manquez pas ça. Une série de 5 cours sur le commercial. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'en viennent là-dedans. Évidemment, pour faire des bons achats, il faut savoir qu'est-ce qu'on achète. Il faut acheter intelligemment et de façon sécure parce que ça risque d'être un petit peu plus difficile dans le commercial, mais il va y avoir des belles opportunités qui s'en viennent. Donc, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine avec Richard D'Amour et Jean-Philippe Claude. Bye. Merci.